Le 27 mars 1907, un journal de Reno dans le Nevada publie un article sur un homme sauvage, velu et griffu qui terrorise les habitants de Buena Vista dans le Kentucky. Depuis, les témoignages décrivant un humanoïde ressemblant à un loup se sont multipliés. En février 2019, des animaux d'élevage ont été victimes d'étranges attaques. À en croire le folklore local et quelques témoins oculaires, le coupable serait une créature mi-homme, mi-loup. C'était quoi? Parfois surnommé homme-chien ou la bête de la terre entre les lacs. Il porte également le nom de loup-garou du Kentucky. Les légendes séculaires sur les loups-garous sont-elles fondées? J'étais face à une bête. Ou s'agit-il du produit de notre imagination débordante et de nos peurs les plus profondes? Moitié loup, moitié autre chose. Je suis Jennifer Marshall. Autrefois dans la marine, c'est en tant qu'enquêtrice indépendante que je traque aujourd'hui ce qui pourrait bien être mon suspect le plus dangereux. Vous avez peur? Y a de quoi? Le loup-garou du Kentucky. Le loup-garou ou lycanthrope est un être humain légendaire capable de se transformer en une créature proche du loup, souvent par une nuit de pleine lune. La télévision et le cinéma ont marqué nos esprits avec des scènes au cours desquelles on voit des humains se transformer en bêtes terrifiantes. Mais ce mythe ne se résume pas aux films d'épouvante. Il existe depuis des millénaires, dans des cultures aux quatre coins du monde. Si ces histoires sont autant répandues, cela signifie peut-être qu'elles ont été inspirées par des faits réels. Aujourd'hui, plusieurs événements semblent indiquer qu'une chose inconnue est en train de chasser dans les collines du Kentucky. J'ai rendez-vous dans le Kentucky avec Heidi Hollis, une chercheuse qui dit avoir la preuve que des loups-garous rôdent dans cet état. Bienvenue au Kentucky. C'est magnifique. C'est vrai, mais il se passe aussi des choses assez effrayantes par ici. Je suis chercheuse en paranormal et en cryptozoologie. J'écris des livres, des articles, et j'anime un podcast sur tout ce qui sort de l'ordinaire. Je m'intéresse particulièrement aux cryptides, car j'ai eu moi-même une expérience pour laquelle je n'ai pas d'explication. Vous m'avez dit au téléphone qu'il y a eu des attaques récentes? Oui. Des chevaux ont été attaqués dans le comté de Monroe, et dans une ferme non loin d'ici. 6 lamas ont été littéralement massacrés. C'était atroce. Je vais vous montrer une vidéo qui explique un peu ce qui s'est passé. Started hearing a very loud, strong, ferocious barking. It definitely had attacking sounds to it. The llamas were still warm, the ones that were dead. The llamas that we were finding out on the field there, they were being consumed. This is a very safe environment around here. There's been coyotes around here, but this is very unusual. Des voisins ont dit aux enquêteurs qu'ils avaient entendu comme une lutte d'animaux. Mais quelle est la cause de ces étranges attaques? On ne le sait toujours pas. Non, toujours pas. Et c'est pour ça que je vous ai fait venir. Ces lamas ont été dévorés, et l'un d'entre eux a tenté de s'échapper, ce qui explique le sang sur la barrière. Que cherchait-il à fuir? Un policier a trouvé des empreintes, mais sans réussir à les identifier. Ces animaux sont de bons gardiens, et l'un d'eux pesait 230 kilos. Les lamas sont utilisés partout dans le monde pour protéger les moutons et d'autres animaux d'élevage. Ils sont capables de tuer ou blesser grièvement des loups ou des coyotes. La chose qui les a attaqués devait donc être imposante. Or, les loups et les pumas ont disparu du Kentucky. Sans vouloir vous contredire, la piste la plus plausible serait une meute de chiens sauvages. Je comprends, mais au risque de vous surprendre, quelqu'un a la preuve qu'il pourrait bien y avoir un loup-garou dans le coin. Et il veut nous rencontrer? Tout à fait. Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans la cryptozoologie? J'ai choisi ce domaine parce que j'ai personnellement vu une créature de type lycanthrope et qu'il y a énormément de témoignages à faire entendre. Mon objectif consiste à faire en sorte que les gens puissent parler plus librement de tout ce qui sort de l'ordinaire.
J'ai fait venir Jennifer dans la petite ville de Russell Springs parce qu'un chercheur pense que c'est le cœur du pays des loups-garous. Ben Foster est écrivain et cryptozoologue. Et il anime Midnight in Kentucky, un podcast qui s'intéresse aux créatures étranges de cet État américain. Que se passe-t-il par ici, d'après vous? Je pense qu'on a un sérieux problème de loup-garou. Vous semblez sûr de vous. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Depuis toujours, des phénomènes étranges se produisent dans le Kentucky. Certaines légendes remontent aux tribus amérindiennes, qui avaient baptisé ce secteur la terre sombre et sanglante. Des récits parlent d'hommes-chiens féroces, et l'explorateur Daniel Boone lui-même a décrit sa rencontre avec une sorte d'humanoïde velu dans le nord du Kentucky. La zone dans laquelle on se trouve a connu beaucoup d'événements de ce type. Outre l'incident avec les lamas, il y a eu une série d'attaques dans le comté de Monroe. Et puis, il y a ça. Qu'est-ce que c'est? Les documents officiels d'une enquête sur les mutilations. Comme vous pouvez le voir, ils sont noircis. Je comprends que certains éléments soient occultés afin de protéger la vie privée des gens. Mais pourquoi tous ces textes? Oui. Ça me semble bizarre. Pourquoi cacher autant d'informations sur une meute de chiens sauvages? Je me le demande. C'est pas logique. Ça soulève plus de questions qu'autre chose. Je ne suis donc toujours pas convaincue que ces attaques soient l'œuvre d'un loup-garou. J'ai un témoin, quelqu'un qui a vu une de ces créatures et qui serait d'accord pour vous parler. Très bien. Super. Heidi et Ben sont convaincus que les autorités cachent des choses. Mais il pourrait y avoir d'autres explications à cette histoire. Cela dit, le document apporté par Ben m'intrigue et je vais m'y intéresser de près afin d'essayer de comprendre pourquoi il a été autant censuré. Je pensais que les photocopies de ce rapport nous apporteraient des indications sur ce qui se passe, ou sur ce que la police savait. Mais il y a tellement de passages illisibles que c'est presque inutile. Ouais, les résidents sont terrifiés par ce qui se passe là-bas. J'ignorais totalement qu'il y a une sorte de tradition de loup-garou dans le Kentucky. Bien sûr, je connaissais les histoires et la mythologie européenne. Pour commencer, je veux me pencher sur les événements de la vie réelle, sur ce qui aurait pu lancer ces attaques, des explications scientifiques ou rationnelles, avant d'envisager l'existence potentielle d'une créature mythique. Ça vous va? Oui, je suis d'accord, mais n'oubliez pas que les pumas et les loups ont disparu depuis longtemps du Kentucky. Il ne reste donc plus beaucoup d'explications naturelles possibles. J'ai hâte de rencontrer le témoin de Ben, qui pourrait bien nous apporter d'autres preuves. Ben nous a orientés vers James Bunch, qui prétend avoir vu de près un loup-garou dans les environs. Bonjour, James. Oui, enchanté. Il paraît que vous avez croisé un loup-garou. Absolument, c'était derrière, là-bas. À l'automne 96, j'avais une quinzaine d'années et avec un ami, on a vu cette bête, avec ses yeux jaunes vert brillants. Ça ne pouvait pas être autre chose qu'un loup-garou. On a vu cette bête. Ça ne pouvait pas être autre chose qu'un loup-garou. James Bunch affirme être tombé nez à nez avec un loup-garou. Vous pouvez nous montrer où c'était? Oui, c'est juste derrière, là-bas. C'était exactement ici. Je m'en souviens parfaitement. Que s'est-il passé? Avec mon ami, on est passé par ce raccourci pour rentrer chez nous. Et quand j'ai levé la tête, j'ai vu que j'étais face à une sorte de bête, debout devant moi, à moins d'1 mètre. Il avait des yeux brillants, entre le jaune et le vert, avec des pupilles noires au milieu, et des crocs de 5 cm. Et avec l'éclairage derrière, j'ai vu sur ces crocs, je m'en souviendrai toujours, qu'il y avait de la salive qui brillait à la lumière. Qu'avez-vous ressenti à ce moment précis en voyant cette chose? J'étais tétanisé. Je savais que j'allais mourir. C'était le mal incarné. C'est une rencontre fascinante que James a pris le temps de nous décrire. On sent d'ailleurs que ça le met mal à l'aise, comme s'il avait une sorte de stress post-traumatique lié à ce qu'il a vécu. C'est pour moi le signe qu'il est sérieux. Puis la chose s'est baissée très vite et elle est partie en trombe jusqu'à l'entrée de la forêt. Et elle a couvert cette distance en 3 secondes. J'en déduis donc que ça ne pouvait pas être une personne déguisée. En effet, non, impossible.
Avez-vous envisagé d'appeler la police ou la SPA? Si j'en avais parlé à des policiers, ils auraient éclaté de rire, ou bien cru à une farce. Et qu'est-ce qui vous a poussé à nous en parler à nous? J'ai hésité au début, mais plus j'y pense, plus je me dis que les gens méritent de savoir que ces choses sont bel et bien réelles. Le monde doit le savoir, pour que les autres personnes qui en ont vu sachent qu'elles ne sont pas seules. Je ne savais pas quoi attendre de cette enquête. Mais après cette discussion, je dois vérifier si l'histoire de James tient la route. James, accepteriez-vous de nous aider à dresser un portrait robot de ce que vous avez vu ce soir-là? Avec plaisir. Ce serait bien de réussir à illustrer avec précision ce qu'on a vu, puis de le diffuser. On va appeler un dessinateur et on vous tient au courant. Super. Merci. J'apprécie. Le pauvre. Il a vécu une expérience absolument atroce. La peur, l'impression qu'il allait mourir. Je le trouve très crédible. Je ne suis pas convaincue qu'un loup-garou rôde, mais ça m'amène à me demander ce qu'il y a dans cette forêt. Chaque année, on découvre de nouvelles créatures jusque-là inconnues. C'est ce qu'on appelle la pseudoscience. Mais quel intérêt ces gens auraient-ils à se démarquer de la sorte? C'est vrai, car il y a comme un décalage. Les scientifiques diront « ça n'existe pas, c'est impossible ». Mais combien de fois se sont-ils trompés à travers l'histoire? James Bunch dit avoir croisé un loup-garou à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, il va prendre le temps de décrire au dessinateur Larry Elmore ce qu'il a vu cette nuit-là. Je vais vous poser des questions qui vous paraîtront peut-être futiles, mais qui m'aideront à construire une structure. Bien, commençons par la tête. Je n'avais jamais vu ça avant, mais en gros, c'était une tête de loup. Longues oreilles? Oui, mais saillantes, droites. Les yeux? Ses yeux semblaient véritablement me dire « Je te hais de tout mon être ». Maintenant, les dents. Elles étaient un peu plus sur les côtés. Pas de grandes canines? Un peu comme un chien, mais exagéré. C'est un point sur lequel vous avez été très précis en nous racontant cette rencontre, les dents et la salive. Je m'en souviens parfaitement, car j'ai cru qu'elles allaient m'arracher le cou. Il n'était pas très velu? Un peu. J'ai pu distinguer ses poils et les détails de sa musculature. Son incroyable définition musculaire. Moitié loup, moitié autre chose. Oui, clairement autre chose. Je préfère le voir en dessin qu'en réalité. Si vous pouviez remonter ça, encore un peu. Plus haut? Oui. Et ça, plus bas. Bien, j'ai fini. C'est à peu près ça? Oui, j'avoue que c'est très ressemblant. C'est ça qu'on a vu ce soir-là, oui. C'est vraiment terrifiant. C'est à peu près ça? Oui, j'avoue que c'est très ressemblant. C'est ça qu'on a vu ce soir-là, oui. Avec l'aide d'un dessinateur, James Bunch vérifie l'apparence du loup-garou qu'il dit avoir vu quand il était adolescent. Je peux le voir de près? Bon sang. C'est vraiment terrifiant. Je n'aimerais pas le croiser en pleine nuit. Ça, c'est sûr. C'est marquant. Impossible à oublier. Ouais. La ressemblance de ce monstre avec les loups-garous du cinéma m'amène à m'interroger sur l'impact potentiel des médias sur James et d'autres témoins. Aurait-il été influencé par ce qu'il a cru voir, plutôt que par ce qu'il a vraiment vu? Professeur, merci de nous rencontrer. Todd Thompson, anthropologue à l'Université de Californie du Sud, a bien voulu nous parler du folklore et de la mythologie autour des loups-garous. Ce sont des histoires très anciennes qui circulent sous diverses formes depuis longtemps. En Europe, il y a eu, entre autres, le courant nordique et la mythologie grecque. D'autres courants existent dans d'autres cultures, partout dans le monde. Les Amérindiens avaient des histoires de métamorphes, dont les loups. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'heure de la mondialisation, certains de ces courants fusionnent pour donner naissance à la conception moderne du loup-garou. Comment cette légende a-t-elle pu perdurer pendant des millénaires sans la moindre preuve matérielle de l'existence des loups-garous? Dans la culture occidentale, on a très longtemps cru à beaucoup de
choses qui n'ont pas d'existence physique prouvée. L'âme humaine, par exemple, qui renvoie à la question des loups-garous. Alors il est possible que ce soit notre rapport particulier aux chiens et aux loups qui ait rendu ce basculement possible. Les loups-garous sont intéressants, car on a le concept d'un humain qui se transforme en bête dans certaines circonstances, ou à un certain moment de la nuit, mais aussi celui de l'homme-chien, sorte de créature hybride qui vit dans la forêt et qui existe sur ce plan. C'est une dissociation intéressante, car les chiens et les loups sont biologiquement de la même espèce. On parle pourtant de deux créatures distinctes. La notion du loup puise ses origines dans les traditions européennes du grand méchant loup, alors que la plupart du temps, l'homme-chien est le fruit d'une expérience médicale ratée. J'en ai souvent entendu parler et ça pourrait suggérer qu'il y a eu un mix de ces deux notions. Qu'en est-il des références plus locales et récentes? Avez-vous des exemples? Au Kentucky, dans la zone appelée « Terre entre les lacs », des documents historiques en parlent. Mais ça arrive encore aujourd'hui. Il y a 3 semaines, j'ai reçu un email d'une femme dont le mari avait justement campé dans cette forêt. Il aurait vu quelque chose qu'il a décrit comme un loup-garou et il a tellement ressassé cette histoire que sa femme a fini par me contacter pour me demander ce que je savais à ce sujet. Ces témoignages m'amènent à me demander si le problème des loups-garous en Amérique du Nord ne serait pas sous-estimé. Ce que les gens voient et vivent, c'est le folklore qu'on connaît. Ce qu'on ne connaît pas devient réel. C'était intéressant que Toc nous parle du mail qu'il a reçu récemment du Kentucky. Oui, je connais justement quelqu'un là-bas qui a consacré sa vie à la question des loups-garous et des hommes-chiens. Et il a des preuves matérielles qu'il aimerait nous montrer. Vraiment? Oui. La moitié du Kentucky est composée de forêts, l'habitat parfait pour un éventuel homme-chien. Ce soir, nous allons le chercher dans son propre jardin. Heidi a organisé une rencontre avec un ancien officier de police, Judy Cook, l'un des enquêteurs les plus actifs au monde sur le sujet. En plus d'avoir a priori des preuves de l'existence d'un homme-chien, c'est aussi un pisteur expérimenté. Il va nous emmener dans les bois et on va peut-être attraper un homme-chien. Depuis 16 ans que je mène des recherches de terrain sur l'homme-chien, j'ai reçu de nombreux témoignages. C'est un phénomène national. Vous avez beaucoup de matériel. Vous pouvez nous en parler brièvement? J'ai une caméra infrarouge, des caméras de chasse, soit je pose des appâts à proximité, soit j'utilise des phéromones, notamment de l'urine de louve, car en ce moment, c'est la période de reproduction. Pouvez-vous nous montrer des choses que vous avez trouvées? Oui, il y a ce moulage de l'une des plus grosses empreintes que j'ai trouvées. Énorme. Je n'aimerais pas tomber sur une créature aussi grosse. Est-ce une vraie empreinte d'homme-chien? Je l'ignore. Est-ce qu'on peut les emprunter pour les examiner? Vous pouvez aussi faire analyser ces échantillons de poils que j'ai trouvés dans le Kentucky. Ils sont longs et drus. Ils étaient sur une clôture de barbelés d'1,50 m de haut sur laquelle cette créature s'est accrochée. On vous les rendra après analyse. J'ai également des preuves audio. Peut-on essayer de trouver d'autres preuves ensemble? Oui, allons-y. C'est mon dada. Vous êtes prêtes? Prête. Vous avez peur? Il y a de quoi. Où va-t-on? Essayons par là. Ça me semble bien. On va s'enfoncer ici. C'est un bon coin. Je vais installer la caméra de chasse. Vous pouvez mettre l'urine de loup, les phéromones dans cette zone pour l'attirer. Il y en aura peut-être des preuves ce soir. Bon, allons-y. Ok. Oui, c'est une odeur assez forte. Oh, bon sang.
Très bien. Voilà, vous pouvez l'accrocher sur ces branches, puis en verser sur le sol. D'accord. Comme on ne peut pas être partout à la fois, cette caméra surveillera cette zone pour nous, pendant qu'on s'enfonce un peu plus dans les bois, pour essayer de trouver des preuves. Ok, je vais diffuser un de mes enregistrements d'hommes-chiens pour essayer d'en attirer un. D'accord. Comme c'est un canidé, l'homme-chien a une température plus élevée que l'être humain. Oui, une signature thermique ici. Ouais, je vois. Là où on a mis l'urine de loup? L'homme-chien sait repérer l'odeur d'une femelle. Vous avez entendu? Oui. C'était quoi? Au cœur d'une forêt du Kentucky, où de nombreux loups-garous ont été aperçus, nous tentons d'en attirer un avec l'aide du spécialiste Judy Cook. Ouais, on a une signature thermique ici. Ouais, je vois. Vous avez entendu? Oui. C'était quoi? On aurait dit une branche cassée. Ça devait être gros. Vous pensez qu'il nous surveille? L'homme-chien est un prédateur ultime. S'il sait qu'on est là, il va nous suivre et nous traquer. Si l'un de nous se fait dévorer, ce sera pas moi. Oui, je suis juste derrière vous. Allons vérifier la caméra qui a peut-être filmé des choses. Voyons ça. Non, rien du tout. Pensez-vous que ça en valait la peine? Oui, il est toujours possible de trouver quelque chose. Ouais. Cette fois, il a été plus malin, mais ça fait partie de l'enquête. On a appris comment faire pour chercher un homme-chien. Alors, ça valait le coup. Je suis impatiente de faire analyser les moulages et les poils qu'il nous a confiés. En plus de cette chasse infructueuse, je ne trouve personne capable d'expliquer pourquoi les rapports de la police ont été noircis. Je vais contacter les autorités pour tenter de savoir ce qu'elles cachent au sujet des attaques de bétail de 2018. Alors que la pleine lune s'est levée sur le Kentucky, nous allons évoquer quelques expériences terrifiantes avec la créature connue sous le nom d'homme-chien. Je demanderai également à Ben Foster s'il a fait des découvertes au cours de ses propres recherches. Il me semblait important de faire analyser les échantillons de Jody. Et je me suis donc approchée d'un taxidermiste. Voilà ce que je voulais vous montrer. Voilà. Oui, on voit tout de suite que c'est un peu trop gros pour être une patte de loup. Ces longues griffes ici font penser à un grizzly. C'est plutôt inhabituel dans le Kentucky. Oui, absolument. On les trouve plutôt dans le Montana, Ok, dans le Wyoming d'accord, et l'Idaho, par exemple. d'accord. Trouver cette empreinte dans le Kentucky, c'est très inhabituel. Sinon, vous avez entendu parler de l'homme-chien ou loup-garou? Oui, tout à fait. Beaucoup de chasseurs m'en ont parlé. D'accord. Ils m'ont raconté qu'ils étaient en pleine forêt la nuit et qu'ils ont vu des choses qu'ils n'ont pas su expliquer. Ça ressemble à quoi? C'était une créature qui marchait debout comme une personne, mais velue. Et ces témoins sont dignes de confiance? Je les connais très bien, oui. Le professeur Lee Katz, titulaire d'un doctorat en biologie au Kentucky, a accepté de me parler des attaques de bétail et des présumées observations de loups-garous dans cet État. Je me retrouve sur le site d'un organisme à but non lucratif qui protège des loups et des chiens-loups. Les attaques sur le bétail sont-elles rares? Pas tant que ça, car plus l'être humain étend son territoire, plus il y a d'interactions avec les animaux sauvages. Mais l'existence d'un homme-loup pourrait-elle être envisageable?
Quand il s'agit de groupes très éloignés les uns des autres, comme les primates ou les carnivores, les hybridations au sein de groupes aussi différents sont très rares. On entend souvent parler d'espèces nouvellement découvertes. Mais est-il fréquent de trouver des choses qui étaient jusque-là inconnues? En Amérique du Nord, les techniques actuelles de génétique et de génomique permettent de dissocier des groupes jusque-là considérés comme étant de la même espèce. C'est ce genre de découverte dont on parle aujourd'hui. Certains pensent que ces lamas ont été tués par des loups-garous. Quel est votre avis? À mon avis, il s'agit plutôt de chiens domestiques qui ont été négligés ou qui ont fugué, ou encore des meutes de chiens sauvages qui peuvent faire des dégâts considérables sur le bétail. Il y a des carnivores endémiques du Kentucky. Les ours, notamment, peuvent être à l'origine d'attaques similaires. Je cherchais des explications plausibles, basées sur le monde naturel. Et je pense que cet entretien passionnant avec le professeur Katz nous a bien éclairés. J'aimerais aussi en savoir plus sur les habitants potentiellement agressifs du Kentucky, tels que les carnivores sauvages et les ours. J'ai aussi une touffe de poils prélevée là où un homme-chien a été vu, ou un loup-garou. On ignore ce que c'était vraiment. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Oui, c'est très différent. Les poils courts qu'on voit ici, comme celui-ci, à mon avis, ce sont des poils canins. Des poils canins? Oui, un assez grand canidé. Un genre de loup-garou ou d'homme-chien? Si de telles créatures existaient vraiment, je pense qu'elles auraient des poils assez semblables à ce que je vois là. Je vais vous faire écouter un fichier audio que quelqu'un m'a envoyé. D'accord. Cette personne pense qu'il s'agit d'un homme-chien ou d'un loup-garou. Il s'agit très certainement d'un coyote ou d'un renard. Est-ce que ça vous semble inhabituel? Non, pas du tout. Si vous passez du temps dehors en pleine nuit, il n'est pas rare d'entendre ce genre de bruit. Il y a quelques années, un ours a été photographié et filmé en train de marcher debout. Peut-on imaginer la même chose pour un canidé, qui deviendrait bipède pendant une période prolongée? Les canidés n'ont pas ce type d'appui sur les pattes arrière, sauf éventuellement s'ils sont en danger ou face à une proie potentielle. Existe-t-il des maladies susceptibles de rendre un animal méconnaissable sous un certain éclairage? Les carnivores passent par différents stades de mue et leur apparence peut être très différente selon les saisons. Par exemple, l'ours noir, qui est capable de se dresser sur ses pattes arrière, s'il souffre d'une maladie ou d'une dermatose comme la gale, ça peut changer son apparence, l'aspect de sa musculature sur le poitrail. Sous l'effet de la peur, une personne pourrait alors penser à une hypothèse inhabituelle. Pourquoi pas un loup-garou? Si le loup-garou du Kentucky existe, ne s'agirait-il pas d'une race canine qui n'a pas encore été reconnue par la science? À moins que ce ne soit un animal déjà répertorié comme un ours. Quoi qu'il en soit, les nombreuses mutilations de bétail et observations de grands loups féroces laissent à penser qu'une étrange créature rôde dans l'État du Kentucky. Chez un taxidermiste, j'ai eu des infos très intéressantes. D'abord, malheureusement, il pense que l'empreinte est celle d'un ours. C'est intéressant, car selon le professeur Katz, il y a des ours noirs au Kentucky. Mais quand je lui ai montré l'autre preuve, la touffe de poils, le taxidermiste a dit que ça pouvait être une sorte de canidé. Pour en être sûr, il faudrait faire des tests ADN. Les poils ont-ils des racines? Hélas, non. Donc pas de test possible. Non, pas avec cet échantillon. Qu'aimeriez-vous faire maintenant? Je crois vraiment à l'histoire de James. Alors, j'aimerais bien le faire passer au détecteur de mensonges. Je m'interroge sur le témoignage de James. Alors un détecteur de mensonges nous aiderait sûrement à y voir plus clair. Mais auparavant, on a décidé de demander au journaliste et spécialiste du paranormal Ben Foster s'il a de nouveaux éléments depuis la dernière fois.
J'ai demandé des informations auprès du service chasse et pêche concernant les rapports censurés, mais pas de réponse. Et vous? Eh bien, Jen, c'est pareil de mon côté. J'ai contacté le service chasse et pêche du Kentucky. J'ai discuté plusieurs fois avec la secrétaire, mais on m'a envoyé sur 3 boîtes vocales différentes. Quand j'ai enfin eu un officier en ligne, il m'a dit que plus personne n'enquêtait sur cette affaire et qu'il n'avait aucun document à me montrer. Il m'a fait comprendre qu'il ne savait rien et m'a même dit clairement « Cessez de nous appeler ». Lui avez-vous parlé d'un loup-garou ou d'un homme-chien? Non, j'ai agi comme je le fais toujours. Quand il a décroché, je lui ai simplement dit que je faisais un reportage sur ces meurtres d'animaux, que j'aimerais qu'il me dise ce qu'il savait ou qu'il m'oriente vers quelqu'un. S'il s'agit d'un animal sauvage, ou qu'ils savent ce que c'est, pourquoi le cacher comme ça? Si c'était un animal, qu'est-ce que ça pourrait être? Pendant mes recherches, j'ai vu des images de l'attaque du comté de Monroe. J'ai même vu une vidéo. We ain't trying to cover nothing up. We don't. I understand. If there's a mountain lion in here, it's a mountain lion in here. If there's a python in here, there's a python in here. You know, we don't got no reason to cover nothing like that. I mean, why would we? The bears don't do this, though, sir. Hello. I don't know. The biologist, he don't know. Je commence à me demander si tout ça sert à quelque chose. Malgré tous nos efforts, cette enquête ne mène à rien. Je suis étonnée et très déçue de ne pas obtenir plus de réponses de la part de la police, qui semble aussi frustrée que nous. Je pense que les autorités ne savent pas à quoi elles ont affaire. Dans cette affaire, au moins, c'est une possibilité. Elles tentent bien sûr de faire bonne figure. Mais si on leur signale la présence d'un homme-loup de 200 kilos, je ne pense pas qu'elles contrôlent quoi que ce soit. Elles étouffent alors l'affaire et n'aiment pas quand quelqu'un s'y intéresse de près. Si vous recevez d'autres informations, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup pour votre aide. Pas de problème. Je reste attentif et j'espère qu'on finira par trouver quelque chose. On aimerait savoir si le loup-garou de James Bunch est bien réel, ou si ce qu'il croit avoir vu en 96 n'était rien d'autre qu'un grizzly. Bonjour, Carl. Bonjour. On a confié ce test à l'ex-agent du FBI, Carl Christiansen, qui a plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine. Grâce au détecteur de mensonges, on saura s'il dit vraiment la vérité. Vous savez pourquoi vous êtes là? Oui. J'ai interrogé des dizaines de personnes qui prétendaient avoir vu le Bigfoot, l'homme papillon ou des soucoupes volantes. Mais c'est la première fois que je demande à un témoin de passer au détecteur de mensonges. Carl, pouvez-vous nous dire comment va se dérouler le test? Ce test va nous permettre de déterminer si le récit de James sur l'événement de 1996 est véridique ou non. Cet examen mesure la tension artérielle, les mouvements, le rythme respiratoire et même l'humidité au bout des doigts. Grâce à lui, nous saurons si James est honnête quand il parle de ce qu'il a vécu cette nuit-là, ou s'il tente de nous tromper. Il n'y a que 2 choses à faire pour réussir cet examen. Suivre mes instructions et dire la vérité. Êtes-vous prêt à commencer? Oui. Très bien. Pendant l'examen, afin que James reste calme et concentré, Heidi et moi observons la scène à distance. Après un certain nombre de questions, nous ferons une pause de 10 secondes. C'est la procédure à suivre pour recueillir assez de données. Le test va commencer, alors ne bougez plus. Concernant l'expérience que vous avez vécue en 96, je vais lire votre déclaration écrite afin de m'assurer qu'elle est exacte. À l'automne 96, à Russell Springs, j'ai vu une créature d'environ 3 mètres de haut. Elle était velue, bien plus grande qu'un être humain, et elle avait les yeux jaune-vert. Au début, j'étais à 30 cm de la créature, puis elle s'est baissée et a foncé vers la clôture ou la forêt. Elle devait peser dans les 250 kilos. La déposition que je viens de lire est-elle véridique? Oui. Êtes-vous actuellement au Kentucky? Oui. Avez-vous déjà menti pour vous donner de l'importance? Non. Le pire quand on passe au détecteur de mensonges, c'est qu'après une question, il y a une très longue pause.
Je trouve ça très inconfortable. Avez-vous déjà menti sur un sujet important à quelqu'un qui vous faisait confiance? Non. Vous pouvez souffler ou changer de position si vous le souhaitez. Je vais vous reposer ces questions. Elles ne seront pas forcément dans le même ordre. D'accord. Pouvez-vous essuyer vos doigts? Il transpire beaucoup. D'accord. Il a l'air d'être honnête. J'ai interrogé tellement de gens qui m'ont menti sans hésiter. Mais lui semble vraiment convaincu de ce qu'il a vu ce soir-là. Vous appelez-vous James? Oui. Concernant l'apparition de l'automne 96, allez-vous répondre honnêtement à mes questions? Oui. C'est stressant. Oui, je trouve aussi. Avez-vous déjà triché? Non. La déposition que vous m'avez fournie est-elle honnête? Oui. Bien, j'ai assez de données. Je vais vous décevoir, c'est fini. C'était vraiment passionnant. Bonjour. James. Oui. Donc, nous vous sommes reconnaissantes d'avoir bien voulu passer ce test. Je vous en prie. Carl a les résultats et on aimerait les connaître. OK. Concernant la véracité de vos déclarations, j'en ai conclu que... On est sur le point de connaître les résultats du test que James vient de passer concernant la rencontre qu'il dit avoir eue avec un loup-garou et de découvrir s'il est convaincu de ce dont il se souvient ou s'il ment. On a suivi le protocole inhérent à la validation de cet examen. Concernant la véracité de vos déclarations, j'en ai conclu, et c'est mon opinion, que vous dites la vérité. Parce que c'est le cas. Je suis heureux pour vous, et j'espère que ça va vous faire du bien. Je me sens beaucoup mieux. Je peux respirer. Je suis soulagée que James ait réussi son test de véracité. Alors, que pensez-vous des loups-garous maintenant? Cet examen ne prouve pas que les loups-garous existent. Il confirme seulement que James a vu une chose qu'il ne peut pas expliquer, que c'était effrayant et qu'il a bien vécu cette expérience. Si je ne peux plus contester la sincérité de James concernant son expérience, je n'en oublie pas pour autant ma discussion avec le professeur Katz au sanctuaire des loups. J'ai alors cherché des images sur Internet. Et j'ai remarqué des détails intéressants sur les résidents du Kentucky, qui ne m'avaient pas frappé auparavant. Je pense avoir trouvé le coupable, en tout cas dans l'affaire de James. Je suis au téléphone avec quelqu'un qui devrait m'apporter des éclaircissements dont j'ai besoin pour cette enquête. Vous pensez que James a vraiment vu ça? Je pense que ce dessin correspond à ce qu'il a vu. Mais le professeur Katz m'a expliqué que quand un animal présente une apparence inhabituelle, à cause d'une blessure ou d'une maladie, les gens peuvent le confondre avec autre chose, une créature différente, une chose paranormale qu'ils ne peuvent pas vraiment comprendre. J'ai donc fait des recherches sur un exemple qu'il m'a donné, à savoir un ours galeux, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Oh, ça alors. Quand je vois ça, j'imagine que des gens pourraient se demander de quoi il s'agit. J'ai téléchargé plusieurs photos du même genre et je les ai envoyées à un dessinateur afin qu'il crée une illustration de ces ours galeux. Non pas en position allongée, mais debout sur leurs pattes arrière, comme le font certains ours noirs. C'est très ressemblant, très convaincant. D'accord. James a précisé que c'est en levant les yeux qu'il a vu cette sorte de visage. Ce qui me semble important, c'est qu'en voyant cette créature grande et féroce, James a senti qu'elle pouvait facilement le tuer. Mais elle a choisi de s'enfuir. C'est vrai. Si je crois maintenant qu'il s'agissait d'un ours noir atteint de gale, c'est aussi parce que quand un ours est malade ou blessé, il va davantage dans des zones habitées. Ces dessins se ressemblent beaucoup, mais ça n'explique pas toutes les affaires, y compris la mienne. Rien ne nous prouve que toutes ces attaques soient l'œuvre d'un prédateur solitaire, d'un animal spécifique, d'un cryptide ou d'un groupe d'animaux. On l'ignore.
Il pourrait très bien s'agir d'un ours noir ou d'une meute de chiens sauvages. Ou d'un loup-garou ou d'un homme-chien. Je sais ce que j'ai vu, alors je continuerai à chercher des réponses.